Dans une soirée marquante de mai 2013, l'hôpital de la vallée de l'Antilope, situé dans le comté de Los Angeles, reçut un appel d'urgence qui révélerait l'un des cas de maltraitance infantile les plus choquants de Californie. Le centre d'urgence signalait un enfant qui aurait cessé de respirer durant un jeu. À leur arrivée dans le complexe d'appartements de Palmdale, les ambulanciers trouvèrent Gabriel Fernandez, 8 ans, inconscient sur le sol du salon. Pearl Fernandez, sa mère, et son compagnon, Isoro Aguirre, tentaient de maintenir une histoire invraisemblable. Ils prétendaient que le garçon jouait et avait soudainement perdu connaissance. Un simple regard des secouristes suffit à comprendre que la réalité était bien plus sombre. Le corps de Gabriel racontait une histoire d'horreur. Son visage était si enflé qu'il était impossible de reconnaître ses traits, couverts d'ecchymoses et de coupures profondes. Sur toute sa peau, on trouvait des marques de brûlures de cigarettes, et son crâne présentait de multiples traumatismes. Le plus alarmant était que son corps présentait déjà une rigidité cadavérique, contredisant complètement la version d'un accident récent présenté par le couple. Aux urgences, l'équipe médicale se retrouva face à une scène qu'elle n'oublierait jamais. Chaque nouvel examen révélait plus de preuves de torture systématique, des côtes fracturées à différents stades de cicatrisation, des brûlures étendues sur la peau, des dents arrachées et, de manière choquante, des projectiles d'armes à air comprimés logés dans son corps. L'une des infirmières, vétérane des urgences, déclara qu'en décennies de profession, jamais elle n'avait vu un enfant avec autant de blessures. Le comportement des responsables de Gabriel attira encore plus l'attention de l'équipe médicale. Pearl, au lieu de montrer de l'inquiétude pour son fils luttant pour sa vie, semblait plus intéressée par ses chats restés à la maison. Isoro, un homme imposant de 1,85 m et pesant près de 140 kg, maintenait un calme troublant, allant jusqu'à remettre en question la sexualité du garçon en plein service d'urgence. Ce qui intrigua le plus les professionnels de santé fut le désintérêt total du couple envers l'état de Gabriel. Ils ne posèrent aucune question sur sa condition, ne voulurent pas savoir dans quel hôpital il serait transféré, et ne montrèrent aucun signe d'inquiétude. Cette attitude fut si alarmante que plusieurs membres de l'équipe médicale alertèrent la police de leur propre initiative, certains d'être face à un cas grave de violence délibérée. L'équipe médicale documenta méticuleusement chaque blessure, créant un dossier photographique crucial pour l'enquête. Les examens révélèrent 3 traumatismes crâniens distincts, un projectile logé dans le poumon et de graves lésions dans la région génitale. L'étendue des blessures était telle que les médecins considéraient impossible de toutes les comptabiliser. Malgré tous les efforts de l'équipe de secours, l'état de Gabriel se détériorait à chaque heure. Le manque prolongé d'oxygénation cérébrale avait causé des dommages irréversibles. Le petit Gabriel, qui avait enduré des tortures inimaginables pendant des mois, menait son dernier combat, entouré non par une famille aimante, mais par des professionnels de santé dévastés par sa souffrance. Les caméras de surveillance de l'hôpital capturèrent le moment où Pearl et Isoro quittèrent les urgences. Ils marchèrent normalement, sans montrer aucune préoccupation pour l'enfant qu'ils abandonnaient. Ils furent arrêtés quelques heures plus tard, mais pour Gabriel, il n'y avait plus d'espoir. 2 jours après son arrivée à l'hôpital, sans aucune activité cérébrale, Gabriel Fernandez fut déclaré mort. Nous allons maintenant plonger plus profondément dans les événements qui ont précédé cette nuit fatidique et dans les conséquences qui ont suivi. Gabriel Fernandez était né le 20 février 2005 à Palmdale, en Californie. Sa naissance, qui aurait dû être un moment de célébration, fut marquée par l'abandon. Pearl Fernandez, sa mère, avait manifesté du rejet dès le premier instant. Gabriel était son 3e enfant, fruit d'une grossesse non désirée. Dès la maternité, elle planifiait déjà son éloignement. Seulement 3 jours après l'accouchement, Pearl passa un appel qui changerait le destin initial de Gabriel. Son oncle, Michael Lemos Carranza, et le compagnon de celui-ci, David Martinez, avaient manifesté leur intérêt à élever le bébé. Pearl n'hésita pas, elle confia le nouveau-né à leurs soins, le considérant désormais comme un problème qui leur appartenait. Les 4 années suivantes seraient les seules véritablement heureuses dans la courte vie de Gabriel. Sous la protection de son oncle Michael et de David, le garçon s'épanouit. Des photographies et des vidéos de cette époque montrent un enfant rayonnant, toujours souriant, entouré d'amour et d'attention. Le couple lui offrait non seulement le nécessaire, mais aussi la tendresse et la stabilité émotionnelle que tout enfant mérite. Dans les enregistrements familiaux préservés de cette période, on voit Gabriel jouant dans le jardin, apprenant ses premiers mots, célébrant des anniversaires, moments ordinaires dans la vie de n'importe quel enfant, mais qui pour lui seraient des préciosités éphémères. Même loin de sa mère biologique, Gabriel demandait fréquemment de ses nouvelles, démontrant une capacité d'amour inconditionnel qui deviendrait douloureusement ironique par la suite.
Cette phase dorée prit fin brutalement lorsque Robert, le grand-père paternel de Gabriel, décida d'intervenir. Il déclara qu'il n'était pas approprié que son petit-fils soit élevé par un couple homosexuel. Utilisant son influence familiale, il parvint à convaincre d'autres membres de la famille de soutenir un changement de garde. La transition vers la maison des grands-parents marqua le début d'une série de changements qui détérioreraient progressivement la vie de Gabriel. Bien que les grands-parents ne fussent pas maltraitants, la stabilité émotionnelle qu'il avait connue avec ses oncles fut remplacée par un environnement plus rigide et moins affectueux. À cette époque, il vivait avec ses frères et sœurs aînés, Ézéchiel et Virginia, qui habitaient également chez les grands-parents. La dynamique familiale chez les grands-parents était complexe. Robert et son épouse Sandra maintenaient une routine structurée, mais manquaient de démonstration affective. Le garçon, néanmoins, s'adapta du mieux qu'il put. Sa nature douce et résiliente l'aidait à trouver des moments de joie, même dans des circonstances moins idéales. Durant cette période, Gabriel conserva une caractéristique qui l'accompagnerait jusqu'à ses derniers jours, sa préoccupation genuine pour les autres. Même vivant loin de sa mère qu'il avait rejetée, il interrogeait constamment ses grands-parents à son sujet, voulant savoir si elle allait bien, démontrant une empathie extraordinaire pour son âge. La vie de Gabriel changerait radicalement en 2012, lorsque Pearl Fernandez réapparut avec une proposition apparemment innocente, l'emmener à un barbecue familial. Ce qui aurait dû être simplement un après-midi de convivialité se révéla un piège calculé, Gabriel ne retournerait jamais chez ses grands-parents. Derrière cette soudaine démonstration d'intérêt maternel se cachait un motif obscur. Pearl avait découvert qu'elle pourrait recevoir des allocations sociales substantielles pour chaque enfant sous sa garde. La même femme qui avait abandonné Gabriel 3 jours après sa naissance le réclamait maintenant, non par amour maternel, mais par intérêt financier. Le nouveau foyer de Gabriel était un appartement à Palmdale, une zone connue pour ses taux élevés de criminalité. Là, il retrouva non seulement sa mère, mais aussi Isoro Aguirre, son compagnon, un homme d'1,85 m et pesant plus de 120 kg, qui travaillait comme agent de sécurité. La présence intimidante d'Isoro deviendrait rapidement une ombre constante dans le quotidien de l'enfant. Les premières semaines furent marquées par des changements subtils dans le comportement de Gabriel. Le garçon toujours souriant et affectueux commença à montrer des signes d'introversion. À l'école primaire Summerwind, son enseignante Jennifer Garcia remarqua qu'il semblait plus réservé, souvent perdu dans ses pensées pendant les cours. Les premiers indices de maltraitance commencèrent à apparaître progressivement, mais de manière indiscutable. Un matin d'automne, Gabriel arriva à l'école avec un œil au beurre noir. Interrogé, il répéta mécaniquement l'explication qu'on lui avait enseignée, « Je suis tombé de mon vélo ». Quelques jours plus tard, il présentait des marques de ceinture sur les bras. À chaque nouvelle blessure correspondait une nouvelle excuse, de moins en moins crédible que la précédente. La dynamique familiale dans la maison se révélait de plus en plus troublante. Pearl et Isoro avaient développé un système pervers de discipline, où Gabriel était puni pour des infractions de plus en plus insignifiantes. Le couple commença à remettre constamment en question la masculinité du garçon, utilisant sa supposée absence de virilité comme prétexte à des punitions de plus en plus sévères. Les absences scolaires devinrent fréquentes. Gabriel, auparavant élève exemplaire, commença à manquer plusieurs jours consécutifs. Lorsqu'il assistait aux cours, il évitait les activités physiques et se dérobait pendant les récréations. Ses travaux scolaires, autrefois impeccables, commencèrent à montrer des signes de négligence, non par désintérêt, mais par pur épuisement physique et émotionnel. En novembre 2012, un incident particulièrement alarmant attira l'attention de l'école. Gabriel apparut avec les cheveux partiellement rasés, en touffes irrégulières, et des coupures visibles sur le cuir chevelu. Son explication, manifestement répétée, ne convainquit personne. Mais le système qui aurait dû le protéger commençait déjà à démontrer ses défaillances fatales. Le contraste entre le Gabriel d'autrefois, chéri par ses oncles et protégé par ses grands-parents, et le garçon vivant désormais sous la tutelle de Pearl était saisissant. En quelques mois seulement, sa personnalité vibrante avait été remplacée par un comportement prudent et craintif. La peur était devenue son compagnon constant. Pendant ce temps, Pearl et Isoro perfectionnaient leur tactique de manipulation. Lorsque des travailleurs sociaux venaient pour des visites de routine, ils trouvaient une maison en apparence normale et une famille sachant exactement quoi dire. Gabriel était instruit pour mentir, menacé de punitions encore pires s'il révélait la vérité sur sa vie domestique. Le système de maltraitance était maintenant complètement établi. L'appartement à Palmdale, qui aurait dû être un foyer, s'était transformé en une chambre de torture particulière, où un garçon de 8 ans affrontait quotidiennement des tortures physiques et psychologiques.
Le pire était encore à venir, mais les signes indiquant qu'un terrible destin se préparait étaient déjà évidents pour quiconque voulait bien voir. Cette nouvelle phase de la vie de Gabriel n'était pas simplement un retour vers sa mère biologique, c'était le début d'un cauchemar qui ne s'achèverait que de façon tragique. Le cas de Gabriel Fernandez exposa une série de défaillances systémiques au département des services sociaux et familiaux du comté de Los Angeles. Plus de 60 signalements furent enregistrés dans les mois précédant sa mort, chacun représentant une opportunité perdue de le sauver. L'enseignante Jennifer Garcia devint l'une des rares voix persistantes du système. Après avoir remarqué des schémas perturbants, elle effectua plus d'une dizaine de signalements documentés. Dans une occasion particulièrement alarmante, Gabriel lui confia que sa mère l'avait frappé avec une boucle de ceinture jusqu'à ce qu'il saigne. Garcia contacta immédiatement l'assistante sociale Stéphanie Rodriguez, initiant ce qui aurait dû être une enquête approfondie. Un incident critique survint lorsqu'Arthur Miranda Martins, agent de sécurité du département des services sociaux, remarqua des brûlures de cigarettes dans la nuque de Gabriel. Allant à l'encontre des ordres directs de ses supérieurs, qui ne voulaient pas enregistrer le signalement car c'était un vendredi proche de la fin de la journée, Martins persista à chercher de l'aide. Il contacta divers départements, pour être constamment réorienté à travers un labyrinthe bureaucratique. Les visites à domicile suivaient un modèle perturbant. Au lieu d'interroger Gabriel séparément ou d'examiner son corps à la recherche de lésions, les assistants sociaux acceptaient rapidement les explications de Pearl et Isoro. Durant ces visites, comme révélé ultérieurement, Gabriel était fréquemment caché dans un petit placard, bâillonné pour ne pas faire de bruit. La superviseure Suzanne Harmony devint le symbole de la négligence institutionnelle en empêchant son équipe d'enregistrer des signalements après les heures de bureau, privilégiant les questions administratives au bien-être infantile. Sa décision de ne pas autoriser des heures supplémentaires bloqua effectivement de multiples tentatives d'intervention. Le département de police de Los Angeles faillit également à ses responsabilités. Lorsque des officiers visitèrent finalement le domicile après de multiples signalements, ils acceptèrent l'explication de Pearl selon laquelle Gabriel était en visite chez des parents au Texas, sans aucune vérification supplémentaire. Cette visite eut lieu seulement une semaine avant sa mort. Une révélation particulièrement troublante fut la découverte que des rapports cruciaux sur les visites policières et des assistants sociaux avaient été délibérément dissimulés à la procureure durant l'enquête ultérieure. Un rapport interne du département du shérif, contenant des informations vitales sur des interventions antérieures, ne fut révélé qu'au cours du procès. Carmen Hernandez, employée du centre infantile de la vallée de l'Antilope, découvrit des lettres alarmantes écrites par Gabriel, suggérant des pensées suicidaires. Au lieu de déclencher des protocoles d'urgence, le cas fut traité comme un incident de routine, se soldant par une brève visite à domicile sans conséquence. La tragédie exposa un schéma systémique où les professionnels en position d'autorité choisissaient systématiquement la voie de moindre résistance. Les assistants sociaux ne suivaient pas les protocoles de base d'investigation, les superviseurs bloquaient les enquêtes pour des questions bureaucratiques, et les policiers acceptaient des explications superficielles sans vérification. Le procureur du cas révélerait plus tard que le département des services à l'enfance avait développé une culture de dissimulation. Les rapports étaient fréquemment modifiés ou perdus, les visites à domicile étaient enregistrées de manière incomplète, et les alertes critiques étaient ignorées ou minimisées. Durant les 8 mois où Gabriel fut sous la garde de Pearl et Isoro, le couple développa un système méthodique de torture qui allait bien au-delà de la discipline ou des châtiments physiques. La cruauté était calculée, rituelle et exécutée avec un niveau de planification qui choqua même les enquêteurs les plus expérimentés. Le petit placard dans la chambre du couple devint l'épicentre de la terreur. Ce n'était pas seulement un lieu de confinement, c'était une prison improvisée où Gabriel passait des journées entières. L'espace, plus petit qu'un coffre commun, était fermé à clé, et le garçon était fréquemment menotté à l'intérieur. Pour éviter que ses cris ne soient entendus lors des visites officielles, ils utilisaient des bâillons improvisés avec des chaussettes et du ruban adhésif. L'alimentation était utilisée comme forme de torture psychologique. En plus de le priver de repas réguliers, le couple forçait Gabriel à ingérer des substances nocives, y compris du sable pour litière de chat utilisé. Quand il recevait finalement de la nourriture, il était contraint de manger rapidement, debout, tandis que le reste de la famille prenait des repas normaux à table. Pearl et Isoro développèrent un système élaboré de punitions basé sur des infractions arbitraires. Des brûlures de cigarettes étaient la punition pour de supposés mensonges. Des bains prolongés à l'eau glacée étaient administrés comme traitement pour les ecchymoses visibles, dans une tentative de réduire le gonflement avant les visites scolaires. L'isolement social fut méticuleusement planifié. En plus des absences fréquentes à l'école, Gabriel était interdit de jouer avec d'autres enfants.
Lorsque des interactions étaient inévitables, le couple développa un système élaboré de justification et d'explications répétées, que Gabriel était forcé de mémoriser sous la menace de punitions encore pires. Un aspect particulièrement troublant était le composant psychologique des abus. Le couple se concentrait sur l'attaque de l'identité et de l'estime de soi de Gabriel, le ridiculisant fréquemment pour des comportements supposément féminins. Des robes étaient utilisées comme forme d'humiliation, et des insultes homophobes accompagnaient les agressions physiques. La documentation médicale révéla un schéma croissant de lésions. Les premiers dossiers montraient des blessures isolées, mais avec le temps, ils évoluèrent vers une carte complexe de traumatismes superposés. Des fractures à différents stades de cicatrisation indiquaient une progression systématique de la violence. Durant les investigations post-mortem, on découvrit que le couple conservait un registre photographique des abus sur leur téléphone portable, non pas comme une preuve accidentelle, mais comme une forme perverse de documentation intentionnelle. Les images révélaient une progression chronologique de la détérioration physique de Gabriel. La manipulation du système atteignit des niveaux sophistiqués. Pearl avait appris à programmer les abus les plus sévères pendant les périodes de vacances scolaires, permettant suffisamment de temps pour que les marques les plus visibles s'estompent. Elle développa également un système élaboré de maquillage pour dissimuler les ecchymoses quand nécessaire. Peut-être l'aspect le plus sinistre du cas fut la capacité du couple à maintenir une apparence de normalité face au monde extérieur. Ils conservaient des emplois réguliers, participaient à des événements sociaux et présentaient une façade de famille fonctionnelle, tout en perpétrant des horreurs inimaginables à l'intérieur de leur domicile. Le médecin légiste observa que le thymus de Gabriel, une glande cruciale du système immunitaire infantile, avait significativement atrophié, un phénomène rare chez les enfants et indicatif d'un stress psychologique extrême et prolongé. Ce détail physique fournit une preuve scientifique du terrorisme psychologique que le garçon avait enduré durant ses derniers mois de vie. L'enquête criminelle. L'investigation criminelle du cas Gabriel Fernandez révéla des couches de preuves allant bien au-delà des signes visibles de maltraitance. Lorsque les enquêteurs pénétrèrent dans l'appartement à Palmdale, ils se trouvèrent face à une scène qui nécessita plus de 60 marqueurs de preuves, un nombre si élevé que les autocollants rouges conventionnels s'épuisèrent, forçant l'utilisation de marqueurs jaunes de secours. L'analyse médico-légale de l'appartement dévoila une histoire sombre écrite en sang. Les enquêteurs utilisèrent une lumière ultraviolette spéciale pour détecter les traces de fluide corporel, révélant des éclaboussures de sang sur les murs, le plafond et même derrière les meubles. Dans le petit placard où Gabriel était maintenu prisonnier, les taches racontaient une histoire silencieuse de souffrance prolongée. L'un des découvertes les plus troublantes fut une batte de baseball portant une inscription en espagnol, « L'ivrogne et le bâtard seront éliminés de toi ». Des analyses en laboratoire confirmèrent par la suite que l'objet contenait l'ADN de Gabriel en plusieurs points, suggérant une utilisation répétée comme instrument de torture. Durant les recherches, les enquêteurs trouvèrent un ensemble de menottes cachées dans un tiroir de sous-vêtements. Les marques d'usure correspondaient parfaitement aux cicatrices sur les poignets de Gabriel, fournissant une preuve physique cruciale corroborant les témoignages sur son confinement. L'analyse des téléphones portables du couple révéla un schéma perturbant de recherche Internet. Pearl avait recherché des informations sur des formes de punition ne laissant pas de marques visibles, tandis qu'Izoro avait recherché des techniques de torture psychologique. Les messages textes échangés entre eux démontraient non seulement une connaissance des abus, mais aussi un niveau de préméditation. Les enquêteurs découvrirent un journal intime caché dans la chambre de Pearl, où elle documentait méticuleusement les infractions de Gabriel et leurs punitions correspondantes. Le document, rédigé dans un mélange d'anglais et d'espagnol, révélait un système élaboré de règles arbitraires et de conséquences brutales. La reconstitution des événements finaux fut particulièrement révélatrice. Les analyses de l'historique du téléphone de Pearl montrèrent qu'elle avait passé plusieurs appels avant d'appeler les urgences, y compris à un avocat. L'intervalle entre ces appels et la demande de secours suggérait que le couple avait tenté de créer une histoire de couverture avant de chercher une aide médicale. L'enquête sur la scène du crime révéla que le lieu avait été partiellement nettoyé avant l'arrivée des autorités. Des produits de nettoyage récemment utilisés furent trouvés avec des taches de sang, et plusieurs pièces de vêtements avaient été récemment lavées. Cependant, la hâte dans la tentative de dissimulation laissa des preuves cruciales intactes. L'histoire de Pearl Fernandez commence bien avant les crimes contre Gabriel. Les dossiers médicaux révélèrent un historique troublant de troubles mentaux non traités. Diagnostiquée avec une capacité intellectuelle limitée, elle présentait des résultats systématiquement bas aux tests cognitifs depuis son enfance. Des évaluations psychiatriques ultérieures identifièrent une combinaison de dépression, de syndrome de stress post-traumatique et d'une anomalie dans le lobe frontal droit du cerveau.
Son enfance fut marquée par l'abandon et la violence. À 11 ans, Pearl fugua de chez elle, alléguant la haine maternelle comme motivation. Durant son adolescence, selon ses propres récits, elle fut victime d'un viol collectif qui dura 2 jours. Ce traumatisme non traité, combiné à ses troubles non soignés, contribua à un schéma de relations abusives qui se répéterait tout au long de sa vie adulte. Isoro Aguirre présentait un profil psychologique intrigamment différent. Avant de rencontrer Pearl, il n'existait aucun registre de comportement violent. Au contraire, son historique professionnel comme aide-soignant pour personnes âgées montrait des évaluations positives, avec des collègues le décrivant comme gentil et attentionné. Cette dualité dans son comportement intrigua les enquêteurs comportementaux. La dynamique entre Pearl et Isoro représentait un cas classique de ce que les psychiatres médico-légaux appellent la folie à deux. Dans ce phénomène, une personne présentant des troubles mentaux significatifs, Pearl, influence un partenaire psychologiquement plus soumis, Isoro, à participer à ses délires ou comportements déviants. Dans leur cas, cette dynamique se manifesta par une escalade progressive de la violence. Des interrogatoires séparés révélèrent des schémas de comportement distincts. Pearl démontrait une capacité remarquable de manipulation, modifiant fréquemment sa narration pour se présenter comme victime des circonstances. Isoro, quant à lui, montrait une tendance à la soumission psychologique, citant fréquemment Pearl comme source des décisions concernant la discipline. Un aspect particulièrement révélateur était la façon dont le couple communiquait à propos de Gabriel. Des messages textes récupérés montraient qu'ils avaient développé un code personnel pour discuter des abus, les référant comme des leçons ou un entraînement. Ce langage codé suggérait un niveau de complicité et de préméditation dépassant la simple influence mutuelle. Durant les évaluations psychiatriques après leur arrestation, Pearl démontra un schéma constant de transfert de culpabilité. Elle alternait entre minimiser sa participation aux abus et les justifier comme méthode nécessaire de discipline. Sa capacité à maintenir cette narration, même face à des preuves écrasantes, suggérait un niveau profond de dissociation psychologique. Le comportement d'Isoro en prison révéla une autre facette de la dynamique du couple. Ces 2 tentatives de suicide, l'une par des entailles au poignet, l'autre par ingestion de produits de nettoyage, survinrent après que Pearl ait coupé toute communication avec lui. Ce schéma suggérait une dépendance émotionnelle profonde, typique du partenaire soumis dans les cas de folie à deux. L'investigation psychologique révéla également que le couple partageait une obsession morbide du contrôle et du pouvoir. Cette fixation se manifestait non seulement dans les abus physiques, mais aussi dans des rituels élaborés d'humiliation et de dégradation. Le focus particulier sur l'orientation sexuelle perçue de Gabriel suggérait des projections de leurs propres conflits et insécurités. Des experts médico-légaux identifièrent un modèle évolutif dans la dynamique du couple. Ce qui avait commencé comme une relation de dépendance mutuelle avait évolué vers un partenariat sadique, où chacun renforçait et amplifiait les impulsions violentes de l'autre. Ce processus d'escalade est caractéristique des cas de folie à deux, où l'isolement social et la validation mutuelle créent un cycle de comportement de plus en plus extrême. Dans les années suivant la condamnation, des analyses du cas par des spécialistes en psychologie médico-légale souligneraient le rôle crucial qu'une intervention précoce en santé mentale aurait pu jouer. Les antécédents de troubles non traités de Pearl, combinés à l'environnement isolé et à la dynamique toxique de la relation, avaient créé des conditions parfaites pour une tragédie qui aurait pu être évitée. Du processus psychologique à la salle d'audience, le cas Gabriel Fernandez entra dans sa phase la plus complexe, le procès judiciaire. L'affaire fut assignée au tribunal supérieur de Los Angeles, où la procureure prit la rare décision de rechercher la peine de mort pour les 2 accusés, une décision qui reflétait la gravité exceptionnelle des crimes. Le processus rencontra des obstacles dès le début. La communauté juridique de Los Angeles manifesta une résistance sans précédent à défendre le couple. Divers avocats refusèrent d'accepter l'affaire, même en tant que défenseurs publics désignés par le tribunal. Ce refus massif de la part de professionnels expérimentés témoignait silencieusement de la nature abjecte des crimes. Un tournant significatif survint lorsque la défense de Pearl invoqua la « motion Atkins », alléguant que sa déficience intellectuelle la rendait inéligible à la peine capitale. Cette stratégie légale, basée sur un précédent de la Cour suprême interdisant l'exécution de personnes ayant une déficience mentale, força la séparation des procès qui étaient initialement prévus de manière conjointe. Au tribunal, la procureure développa une stratégie innovante pour présenter les preuves. Au lieu de suivre une chronologie linéaire, elle organisa l'affaire en cercle d'impact, commençant par le moment du décès et s'étendant graduellement pour révéler les couches d'abus qui l'avaient précédé. Cette approche permit au jury de comprendre l'étendue totale de la souffrance de Gabriel. Durant le procès,
une série d'enregistrements secrets de la prison révéla des conversations troublantes entre Pearl et Izoro. Les enregistrements, obtenus grâce à des équipements de surveillance installés dans leurs cellules, capturèrent des discussions sur la nécessité d'aligner leurs histoires et révélèrent des tentatives de manipulation de témoins. Le jugement d'Izoro présenta un défi particulier pour le système judiciaire. Sa défense tenta de le caractériser comme un suiveur manipulé, mais les preuves de sa participation active aux abus étaient irréfutables. Le jury dut considérer non seulement ses actions, mais aussi sa capacité à comprendre la nature criminelle de ses actes. Un moment crucial du procès fut lorsque le juge Berbam prit la décision sans précédent de permettre au jury de visiter le placard où Gabriel était maintenu prisonnier. Cette décision, rarement accordée dans les affaires criminelles, offrit aux jurés une perspective viscérale de la souffrance de la victime. La phase de sentence souleva des questions complexes sur la justice et la réhabilitation. La procureure présenta des experts qui témoignèrent sur la rareté des cas où la peine capitale était appropriée, argumentant que cette affaire représentait précisément le type de situation extrême pour laquelle la peine de mort avait été maintenue en Californie. L'impact du jugement s'étendit au-delà du tribunal. Des manifestations quotidiennes se déroulaient sur les marches du tribunal, avec des manifestants exigeant non seulement justice pour Gabriel, mais aussi des réformes systémiques du système de protection de l'enfance. L'affaire devint un catalyseur pour des changements législatifs. Un aspect unique du procès fut la décision du tribunal de permettre des caméras dans la salle d'audience, une mesure rare dans les cas impliquant des abus sur mineurs. Cette transparence sans précédent permit au public de témoigner non seulement du processus judiciaire, mais aussi des défaillances systémiques qui avaient contribué à la tragédie. Le verdict final vint après des délibérations exceptionnellement longues. En novembre 2017, Izoro fut reconnu coupable de meurtre au premier degré avec circonstances spéciales de torture. La décision du jury pour la peine de mort ne fut pas immédiate, elle nécessita plusieurs rounds de délibération, avec un juré initialement réticent, avant d'atteindre l'unanimité requise. Pearl, quant à elle, opta pour un accord avec la procureure en juin 2018. En se déclarant coupable de meurtre au premier degré et en admettant la circonstance spéciale de torture, elle évita la peine de mort. Elle fut condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 4 ans pour circonstances aggravantes. De plus, tant Pearl qu'Izoro reçurent des peines supplémentaires de 10 ans pour abus contre les autres enfants de la famille. La sentence finale inclut une déclaration extraordinaire du juge, qui décrivit l'affaire comme le pire exemple de cruauté humaine qu'il avait witnessé en décennies de magistrature. Ces derniers mots ne furent pas dirigés uniquement aux accusés, mais à tout un système qui avait échoué à protéger Gabriel. Si cette histoire vous a touché comme elle a touché tant d'autres, partagez-la pour que plus de personnes puissent la connaître et en apprendre de celle-ci. Laissez dans les commentaires votre opinion sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble pour prévenir des tragédies comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre d'autres cas qui méritent d'être rappelés et discutés. À la prochaine vidéo!